Les ponts sont un symbole du lien entre les hommes. Ils racontent l'histoire de leur temps, l'histoire des sciences et des technologies, l'histoire des bâtisseurs. Les ponts ont incarné l'espoir dans le progrès qu'a fait naître la révolution industrielle au XIXe siècle, puis ils ont bénéficié des avancées techniques sans précédent du XXe. À chaque nouveau projet, un nouveau matériau, une nouvelle logique. Les ingénieurs sont plus visionnaires et plus imaginatifs que jamais. 10 ponts ont marqué l'histoire de l'architecture moderne. Manhattan et Brooklyn sont deux quartiers emblématiques de New York. Une ville à laquelle aucun défi ne semble résister. Ces deux quartiers, séparés par l'East River, sont reliés par le pont de Brooklyn depuis presque 140 ans. À l'époque, le projet était d'en faire le pont suspendu le plus grand du monde. Une telle réalisation au milieu du XIXe siècle et sans les facilités technologiques d'aujourd'hui est une véritable prouesse. Sa construction est un moyen pour la toute jeune nation américaine d'affirmer sa puissance. C'est aujourd'hui encore le plus vieux pont suspendu des États-Unis. Véritable monument historique, il fait partie intégrante du paysage de New York. Le concepteur du pont de Brooklyn, John Roebling, est un architecte et ingénieur américain. Il entame la construction en 1869, mais il est gravement blessé sur le chantier. À sa mort, son fils Washington Roebling hérite de la responsabilité des travaux qui viennent seulement de débuter. À cet endroit, le fleuve est profond et fait près de 2 km de large. Pour franchir l'obstacle, Roebling doit donc trouver une solution encore inédite aux États-Unis. Il fait appel à une technique développée en Europe. On voit bien que toutes les caractéristiques, tous les détails de ce pont sont très européens, comme les origines de New York d'ailleurs. Donc on peut dire que c'est un magnifique pont d'architecture européenne qui sied parfaitement à la ville de New York. La construction commence véritablement le 3 janvier 1870 avec la submersion d'un premier caisson au fond de la rivière. Ces caissons à air comprimé servent à creuser des fondations jusqu'à 35 mètres au-dessous du niveau de l'eau. 2 équipes travaillent simultanément. Au-dessus du caisson, une première équipe élève les tours avec de gros blocs de granit. La seconde équipe travaille à l'intérieur du caisson pour creuser le lit du fleuve jusqu'à atteindre la pierre. Les paliers de décompression nécessaires pour remonter à la surface sont alors inconnus. Washington Roebling est ainsi victime d'un accident de décompression qui le laisse paralysé. Au total, 27 personnes paieront de leur vie la construction du pont de Brooklyn. Comme Washington Roebling ne peut plus quitter le lit, sa femme Emily prend le relais. Elle se forme alors à l'ingénierie civile, à la résistance des matériaux, notamment celle des câbles. Elle apprend sur le tas la gestion de chantier et les affaires. Durant les 14 années de chantier, elle défend auprès des investisseurs les plans conçus par son mari et son beau-père, supervise quotidiennement l'avancée des travaux et assure la gestion du projet dans son ensemble.
Le pont est inauguré le 24 mai 1883. Ce pont dégage une véritable impression de robustesse et de résistance à toute épreuve. Avec son architecture qui utilise la pierre et les grosses briques, on voit que c'est le New York des débuts. Et on se dit que le pont incarne son époque. Le pont atteint 84 mètres au-dessus du niveau de la rivière. Il fait 1825 mètres de long et son tablier mesure près de 500 mètres. Il est soutenu au-dessus du fleuve par 4 haubans. Ces câbles en acier galvanisé de plus d'1 mètre de diamètre relient Manhattan à Brooklyn. Tous les autres filins servent à relier les 4 câbles à la chaussée pour la soutenir à l'horizontale. Conçu à l'origine pour les voitures à cheval ou de petits véhicules à moteur, le pont de Brooklyn a été adapté. Il comporte aujourd'hui 6 voies routières, un passage piéton et une piste cyclable. Il n'a pourtant pas perdu une once de cette grandeur qui influence au XIXe siècle toute l'architecture de la ville naissante. Au cœur de Porto, un des plus beaux ponts du monde s'élève fièrement depuis plus de 130 ans. Situé dans le centre historique de la ville, le pont Don Luis doit enjamber le Douro, en s'intégrant dans un décor architectural magnifique. Le défi est pleinement relevé, puisque le pont Don Luis est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est inauguré en 1886 par le roi Louis Ier de Portugal, d'où son nom local de Ponte de Don Luis. Il est nommé en l'honneur de Louis Ier de Habsbourg, roi du Portugal, qui l'a inauguré. C'est un pont en arc métallique à 2 niveaux. Une travée annexe, bien plus courte que la supérieure, est suspendue juste au-dessus du fleuve. La hauteur entre les 2 niveaux est impressionnante. Quand on regarde les falaises de tout en haut et qu'il y a ce mouvement par rapport au niveau inférieur du pont, cela peut donner le vertige, surtout la première fois qu'on l'emprunte. Le pont a permis aux chais de Porto du quartier de Gaia d'expédier leurs ventes dans toute l'Europe par la voie ferrée. Celle-ci est inaugurée le 31 octobre 1886. Un an plus tard seulement, le pont inférieur est ouvert à la circulation. La force de ce pont s'exprime précisément dans le mouvement visuel de l'arche et des parties droites des 2 tabliers. Cette association est vraiment surprenante de la part des architectes. L'armature de l'arche du pont Don Luis a nécessité des centaines de poutres métalliques, dont l'alliance fait la force et la résistance. Cet aspect rappelle aussi les travaux de Gustave Eiffel qui ont inspiré Théophile Seyrig, l'architecte de cet ouvrage. À l'évidence, le pont a parfaitement trouvé sa place dans le décor de Porto. Et ce n'est pas seulement une réussite du point de vue esthétique, mais aussi technique. Cette structure en triangle qui donne sa forme si caractéristique au pont Don Luis est une innovation au XIXe siècle. Ces courbes métalliques apparentes incarnent le rationalisme mathématique, solide et élégant.
Ce pont en arche était le plus grand du monde lors de son inauguration. Sa structure est très élégante et sa construction de métal entrelacé lui donne la légèreté d'un filigrane. Les deux tabliers du pont étaient destinés au transport par wagon et par voiture à cheval, qui ont aujourd'hui laissé la place aux trams et voitures modernes. Cette partie de la ville n'est plus le marché au vin qu'elle était, mais le pont Don Luis continue à rappeler ce passé emblématique et à symboliser l'élégante Porto. Les ponts soulignent parfois la beauté architecturale de toute une ville, et ils peuvent aussi devenir des symboles indissociables de leur identité. Londres. Le fleuve qui traverse la ville est enjambé par le Tower Bridge, entre l'East End et la rive sud de la ville. Au XIXe siècle, l'East End est le quartier ouvrier de Londres. C'est le quartier des docks, séparé du reste de la ville par la Tamise. Mais avec le développement du commerce maritime depuis la capitale britannique, il devient crucial de le relier au quartier des affaires sans entraver le passage des navires marchands. L'appel à projet est lancé en 1877. Il est remporté par l'architecte Sir Horace Jones qui meurt avant d'en achever la conception. À la mort d'Horace Jones, l'ingénieur George Stephenson reprend le projet. Stephenson est un ingénieur et inventeur autodidacte issu de la classe populaire. On lui doit l'esthétique du pont. Il choisit de protéger la structure en acier par du granit, ce qui donne au pont son style néo-gothique à la mode de l'époque victorienne pendant laquelle il fut construit. Le style néo-gothique de ce pont et son ingénieux système à bascule font de cet ouvrage d'art une pièce tout à fait à part dans cette ville. Pour que le tablier à bascule soit le plus court possible, les tours sont construites dans le lit du fleuve et non sur les rives comme habituellement. La levée du pont est à l'origine actionnée par des moteurs à vapeur, la spécialité de Stephenson. Mais ils seront remplacés par des moteurs électro-hydrauliques installés dans les piliers des tours. Le passage des bateaux est toujours prioritaire sur celui des voitures. Le passage des piétons n'est quant à lui jamais interrompu, puisque les deux tours sont aussi reliées en hauteur par deux passerelles couvertes. Ce pont témoigne d'une vraie assurance dans sa conception, d'une confiance dans les systèmes d'ingénierie qui le composent. Il est révélateur des possibilités techniques qui s'offraient aux ingénieurs à cette époque, notamment en ce qui concerne la machinerie qui actionnait les bascules. Au moment de sa construction, le Tower Bridge était le plus sophistiqué des ponts basculants jamais construits. Cet élégant pont-levis des temps modernes est inauguré le 30 juin 1894. La famille royale assiste à la cérémonie en la personne du prince de Galles et futur roi Édouard VII et de sa femme, la princesse Alexandra du Danemark. Les deux passerelles élevées entre les deux tours deviennent alors un repère malfamé pour voleurs et prostituées et sont fermées en 1910. Elles ne rouvrent qu'en 1982. Aujourd'hui, les passerelles sont dotées d'un plancher transparent et offrent l'un des plus beaux points de vue sur la capitale britannique. À l'aube du XXe siècle, l'architecture néo-gothique comme celle du Tower Bridge, rassurante mais moins moderne, sera bientôt remplacée par les courbes fines et métalliques de l'Art nouveau. Sydney, la plus grande ville d'Australie, est immédiatement reconnaissable grâce à son opéra. À quelques encablures de là,
l'imposante construction de béton et d'acier qui traverse la baie en est aussi devenue un symbole, le Harbour Bridge. Le port de Sydney a été le berceau de la première colonie européenne de l'île et continue à jouer au début du XXe siècle ce rôle de port d'accueil pour les nouveaux venus. La ville a alors grandement besoin d'un large pont qui permette de faire passer piétons, voitures et métros et drainer ainsi sa population croissante sans bloquer le trafic maritime. C'est aussi l'occasion pour ce jeune pays qu'est l'Australie de montrer sa puissance économique et technique au reste du monde. Il y a une volonté manifeste d'exposer la technologie de l'époque, notamment par la mise en avant de l'arche qui soutient le tablier. Il aurait très bien pu y avoir d'autres types de ponts ici, mais c'est ce choix-là qu'on a voulu célébrer. L'idée est discutée dès 1900, mais ne se concrétise en projet que 11 ans plus tard. L'ingénieur John Bradfield est chargé de doter la ville d'un système métropolitain et d'un pont. La structure en acier est choisie en 1916, avant que la Première Guerre mondiale ne retarde les travaux. 2 ingénieurs sont retenus pour la construction. L'Australien Ralph Freeman, secondé par le Français Georges Imbaud. Cette équipe internationale sera complétée par des ouvriers du monde entier, dont beaucoup ont partagé l'expérience des tranchées de la Grande Guerre. La construction de l'arche, familièrement baptisée le porte-manteau, démarre en 1928. Elle débute simultanément des 2 côtés de la baie. Il faudra des calculs pointus et un chantier précisément synchronisé pour que les 2 bras de l'arche se rejoignent. Ils sont soudés le 19 août 1930. Après avoir ajouté les rivets et retiré les câbles de sécurité, le tablier est construit depuis le milieu de l'arche grâce à des grues coulissantes. Le pont est terminé moins d'1 an plus tard. Les échafaudages peuvent être alors retirés et les piliers de granit achevés. Ce pont en arc possède un pilier à chaque extrémité. Ces piliers ont une autre fonction que celle de supporter le poids de l'arche du pont. Chaque pilier comporte des appuis de pont qui permettent à l'arche de s'adapter à la dilatation en fonction des changements de température. Le porte-manteau est inauguré le 19 mars 1932 après avoir été traversé par 96 locomotives qui ont ainsi testé sa résistance. Ce pont à double articulation a longtemps été le plus large du monde. Une artère routière y passe aujourd'hui. Le pont comprend en tout 8 voies routières, 2 voies ferrées, une piste cyclable et une voie piétonne qui se répartissent sur près de 49 mètres de largeur. L'arche peut être visitée. L'ascension, qui dure environ 3h30, offre la possibilité d'embrasser toute la ville du regard. Cette ascension est aussi la meilleure façon de découvrir dans les moindres détails la beauté de ce chef-d'œuvre de métal qui fait la fierté des Australiens. San Francisco et son fameux pont du Golden Gate. Cette ligne rouge tendue au milieu du détroit du Golden Gate est emblématique de la ville et du rêve californien. Depuis plus de 80 ans, l'imposante structure résiste à des conditions climatiques impitoyables. Elle subit des variations de température importantes, des vents soudains et forts qui charrient un épais brouillard, des embruns salés et des courants maritimes très puissants. Le détroit du Golden Gate se trouve aussi à proximité d'une faille tectonique qui peut faire trembler la terre et le pont à chaque instant.
Quand le brouillard envahit la baie de San Francisco, il peut masquer complètement ce pont, à tel point qu'il devient impossible d'en deviner la présence. Mais le spectacle des nuages qui disparaissent sous l'action du soleil et dévoilent soudain cette structure fantastique est vraiment à couper le souffle. Mais ce bel environnement hostile ne dissuade pas l'obstiné Joseph Berman Strauss, à qui l'on doit ce chef-d'œuvre d'architecture. Ce bâtisseur de ponts d'origine allemande rêve alors de construire le plus beau, le plus grand, le plus long pont du monde. Sa chance se présente quand la ville de San Francisco décide de se doter d'un tel pont pour traverser le détroit du Golden Gate. Un astucieux mélange de corruption, d'opportunisme et de verve permet à l'entrepreneur de convaincre les meilleurs ingénieurs et designers de rejoindre son équipe. Entre autres, le designer Charles Ellis, à qui le pont doit son célèbre style art déco. Les meilleurs résultats s'obtiennent à l'occasion de la rencontre d'un excellent architecte et d'un excellent ingénieur. Quand tout le monde œuvre de concert pour développer la structure. Les meilleurs spécialistes de l'acier participent également au projet. Malgré la crise économique de 1929, des fonds publics sont débloqués afin de permettre sa réalisation. Le pont franchit le détroit du Golden Gate qui relie la baie de San Francisco à l'océan Pacifique et permet de rejoindre ainsi la ville de Sausalito. Les travaux débutent sous la supervision de Strauss en 1930. Il impose des règles de sécurité totalement nouvelles, comme le port obligatoire du casque sur le chantier et la pose d'un filet de sécurité sous la structure. Un effort particulier est entrepris pour limiter les accidents de travail, alors si fréquents sur les chantiers de construction. Strauss instaure même des protections solaires ou des remèdes contre la gueule de bois. La reconnaissance qu'il reçoit de la part des ouvriers est d'ailleurs un des éléments qui a contribué au respect des délais du chantier, malgré sa complexité. À l'été 1935, les deux tours sont achevées. Grâce à leur hauteur de 227 mètres, le pont deviendra le plus haut du monde. À l'automne, les câbles sont tendus. Le pont est fini en 1937 et inauguré le 27 mai de la même année. Ce jour-là, 200 000 habitants de San Francisco se présentent pour traverser le pont. La couleur si reconnaissable du pont du Golden Bridge a été défendue bec et ongle par son designer Charles Ellis. L'entretien régulier n'a pas qu'une raison esthétique, mais sert aussi à protéger l'acier de la corrosion du sel. Les sismologues craignent un tremblement de terre sans précédent en Californie dans les années qui viennent. Des améliorations sont en cours pour renforcer la résistance du pont en cas de séisme. Mais ces travaux sont suffisamment discrets pour ne pas affecter l'apparence du pont le plus photogénique de la planète. Le 19e siècle a été un âge d'or pour les ingénieurs. Les avancées scientifiques en mécanique ont permis aux architectes de concevoir des projets aux proportions sans précédent. Les innovations techniques et le développement de la métallurgie ont ainsi proposé aux bâtisseurs des matériaux sans lesquels il n'aurait pas été possible de construire les ponts qu'ils ont imaginés. Résistants et malléables, le béton et l'acier bouleversent l'architecture civile. Dans la seconde moitié du XXe siècle, une autre révolution s'opère. L'arrivée des supercalculateurs qui deviendront les ordinateurs. Les méthodes d'architecture et de structure sont bouleversées. Des ponts sont construits là même où le rêve l'interdisait, et les architectes n'ont que la limite de leur propre imagination.
Célébrée pour ses peintres, la Hollande peut aussi se targuer d'avoir une architecture parmi les plus innovantes du monde. Ce pays à forte tradition architecturale compte aujourd'hui plusieurs grands noms, dont le duo Ben van Berkel et Caroline Bos, qui a doté Rotterdam d'un ouvrage d'art de grande envergure, le pont Erasme. On a appliqué à la construction de ce pont une méthode appelée CAD/CAM. C'est une méthode numérique qui s'applique dès les premières esquisses et jusqu'aux plans finaux. C'est à ces méthodes digitales modernes de design que l'on doit la possibilité de concevoir de tels ouvrages d'art. Le pont Erasme permet de relier la rive nord-ouest de Rotterdam à la pointe sud, au-dessus de la Nouvelle-Meuse. C'est un pont à haubans en semi-harpe, c'est-à-dire que c'est un pont suspendu grâce à des câbles qui convergent parallèlement vers la partie haute du pylône. Le pont Erasme est reconnaissable de loin à son mât en forme de Y inversé asymétrique qui culmine à 139 mètres de hauteur. Le profil du pylône, qui évoque le cou d'un cygne, est aussi pratique qu'esthétique. Il était initialement prévu en béton, mais le coût et les problèmes de portée ont convaincu l'équipe de le réaliser en acier. La travée sud du pont comporte un tablier à bascule de 89 mètres de long pour permettre le passage de gros bateaux, ce qui en fait l'un des plus grands d'Europe dans cette catégorie. Cette structure élancée s'insère parfaitement dans l'architecture moderne de la ville. Elle est placée au carrefour de deux tunnels autoroutiers, le Maas-tunnel et le tunnel du Benelux. Le design ne s'arrête pas au plan. Il est pensé jusqu'aux dernières étapes de construction. Les connexions routières et les équipements de transport ont ainsi été adaptés à la forme du pont. Le pont Erasme a été inauguré le 6 septembre 1996 par la reine Béatrix. Lors des grandes occasions, il est illuminé en orange, couleur qui symbolise la maison royale et les Pays-Bas. Un mois après son ouverture, on s'est aperçu que le pont avait de la gîte, qu'il penchait sous certaines conditions de vent. Pour compenser ces balancements, de puissants amortisseurs ont été ajoutés. Ce pont ne sert pas seulement à relier les deux rives. En de nombreuses occasions, c'est un endroit où les gens se rassemblent pour assister à une manifestation organisée sur la rivière, qui devient alors une gigantesque scène à ciel ouvert. Le pont Erasme de Rotterdam illustre la synergie du design et de l'ingénierie numérique. Aujourd'hui, les constructions de ce type influencent tout l'environnement de la ville, l'urbanisme, les infrastructures et le quotidien des habitants. Voitures, trams, piétons et cyclistes ont chacun leur passage pour traverser le fleuve. Ce pont, pensé comme une œuvre d'art, sublime la ville de jour comme de nuit. Le mystère ou l'enchantement de ce pont se révèle pleinement la nuit. De jour, il est splendide, mais la magie de ce pont qui semble défier la gravité, qui flotte littéralement au-dessus de l'eau, est sublimée par les effets de lumière. Je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on doit retenir de ce type d'architecture moderne, c'est son grand pouvoir d'évocation la nuit. On profite alors pleinement de la disparition des limites visuelles qui font office le jour.
Au Japon, le pont Akashi-Kaikyo est aujourd'hui encore le pont suspendu le plus long du monde. Cette prouesse de l'ingénierie nippone relie les villes de Kobe et Iwaya et fait partie d'une mégastructure gigantesque qui relie deux îles de l'archipel japonais, Honshu et Shikoku. Le pont suspendu enjambe le détroit d'Akashi et doit résister à des conditions naturelles extrêmes. Le bras de mer qu'il traverse fait plus de 100 mètres de profondeur et les courants marins peuvent atteindre des vitesses de 4,5 mètres par seconde. Le pont coupe aussi une route maritime très dense et se trouve dans une zone de typhon. Pour couronner le tout, le détroit se trouve à la frontière de deux plaques tectoniques, donc au centre d'une zone sismique. Chacun de ces risques a été minutieusement analysé et neutralisé lors de la conception du pont géant de 3911 mètres. Construire dans des zones sismiques est une tâche extrêmement difficile. Je trouve vraiment incroyable l'évolution des techniques de construction de plus en plus sophistiquées pour résister aux tremblements de terre. La construction du pont du détroit d'Akashi débute en 1988. Les travaux commencent par les piliers qui permettront d'harnacher les câbles porteurs. Deux énormes caissons flottants de 19 tonnes chacun sont apportés à l'endroit des futures tours du pont. Une fois positionnés, ils sont remplis d'un béton spécialement développé pour l'immersion en mer. Ils servent ainsi de base immergée à 60 mètres de profondeur sur lesquelles sont construites les tours. Sur cette structure, un système d'absorption des vibrations est intégré dans les tours pour amortir les effets des ouragans et des séismes. Le pont a même résisté au tremblement de terre qui a ravagé la ville de Kobe, toute proche. Alors que le chantier est bien avancé, un tremblement de terre dévastateur frappe Kobe le 17 janvier 1995. La ville et ses habitants sont gravement touchés, mais le pont résiste miraculeusement à la secousse. L'épicentre du tremblement de terre se trouvait entre les deux piliers du pont et les a écartés d'1 mètre l'un de l'autre. Les ingénieurs ont dû rallonger d'autant le tablier central. Au final, le pont mesure 3911 mètres de long. La structure à double étage en croisillon est conçue pour résister à des vents allant jusqu'à 290 km/h. Le pont est inauguré le 5 avril 1998 par la famille impériale en la personne du prince Naruhito et de sa femme, la princesse Masako. Le Japon a réussi à relier deux îles de son archipel par une prouesse architecturale et technologique sans égale, malgré son relief volcanique et instable. Le pont Akashi-Kaikyo permet de ne pas entraver le passage des quelques 1400 navires qui empruntent le détroit quotidiennement. Le détroit d'Øresund, entre le Danemark et la Suède, est aussi un passage très fréquenté. En travers de ce détroit, une mégastructure de transport a été érigée autour du pont d'Øresund pour relier la capitale danoise de Copenhague à la ville de Malmö en Suède. L'ouvrage titanesque doit permettre de relier les deux pays scandinaves par la route et par le train sans perturber le trafic maritime intense entre la mer du Nord et la mer Baltique. La route de 16 km repose sur 4 supports différents. Un tunnel de 3,5 km, une île artificielle de 4 km de long, une péninsule sur la côte danoise et enfin le pont baptisé d'après le détroit qu'il traverse, l'Øresund. Le pont fait près de 8 km de long.
Il présente des dimensions gigantesques. Il supporte une voie ferrée et la route qui relie les deux pays et les deux villes de Copenhague et Malmö. Tous ces éléments font de cette construction l'une des plus intéressantes du monde. Le projet de pont naît en 1991. Le pont aurait pu être construit sur le passage le plus étroit de l'Øresund, à 40 km environ au nord de Copenhague. Mais on a privilégié une meilleure connexion au réseau routier existant. Par conséquent, le parcours est 4 fois plus long. Avec une longueur de 490 mètres, le pont de l'Øresund possède l'un des plus longs tabliers suspendus par haubans au monde et atteint une longueur totale de 7845 mètres. On doit ces lignes légères à l'architecte Georg Røthe. Les travaux débutent en août 1995 et sont terminés seulement 4 ans plus tard. Fait rare dans ce genre de projet, devis et calendrier sont scrupuleusement tenus et la route Øresund est ouverte à la circulation le 1er juillet 2000. Le pont est supporté par 160 câbles reliés à 4 pylônes de 204 mètres chacun qui sont constitués de 2 tours jointes sous le tablier. Le pont est composé de 2 niveaux, une autoroute au niveau supérieur et une voie ferrée en dessous. La route se poursuit sur une île artificielle de 4 km de long, créée pour faire la transition entre le pont et le tunnel. L'île est baptisée île du Poivre, par opposition à l'île du Sel, toute proche. C'est aujourd'hui une réserve naturelle protégée. Enfin, pour arriver à Copenhague, la route emprunte le tunnel Drogden, de 4 km de long. C'est à cause de la proximité de l'aéroport de Copenhague qu'il a été décidé de ne pas élever de pont à cet endroit. La traversée du détroit d'Øresund réalise le rêve séculaire de rapprocher les 2 pays scandinaves que sont le Danemark et la Suède. Le trajet entre Malmö et Copenhague est réduit à seulement 35 minutes, ce qui crée un nouveau pôle économique extrêmement dynamique. Ce genre d'infrastructure nous parle de liberté. Elle offre une liberté de mouvement que je trouve tout simplement géniale. La liberté de mouvement qu'offre l'acier grâce à sa robustesse et sa légèreté est un atout avec lequel savent désormais jouer les architectes du nouveau millénaire. Pour célébrer le passage à l'an 2000, le Royaume-Uni s'est doté de constructions innovantes, telles que le Gateshead Millennium Bridge qui traverse la rivière Tyne et relie les villes de Gateshead et de Newcastle upon Tyne. Ce pont ne relève pas le défi de l'espace, mais du temps. Réservé aux piétons, il s'incline au passage des bateaux, puis reprend sa place si rapidement que les habitants de Gateshead l'appellent le clin d'œil. Avec une telle rapidité de transformation, le fleuve n'est plus un obstacle pour les habitants et le pont n'en est pas un pour la navigation. C'est le premier pont de ce genre qui tourne sur son axe pour permettre le passage des bateaux et qui soulève sa voie piétonne et cyclable d'un seul coup. La conception révolutionnaire de ce pont a été imaginée en réponse à un concours lancé pour ce projet et remporté par un bureau d'architecture londonien. Le 20 novembre 2000, le pont en arc composé de 800 tonnes d'acier est apporté à sa destination finale et installé en un instant. Les passants pouvaient l'emprunter l'après-midi même. La courbure est esthétique, mais répond surtout aux besoins du fonctionnement du pont. Sa rotation qui permet au bateau de passer est unique.
mais incroyablement efficace pour la circulation des passants. Le tablier est séparé en deux voies, l'une pour les vélos et l'autre pour les piétons. Le pont est composé de deux parties, la structure à proprement parler et le mécanisme de rotation qui l'incline de quelques degrés. La bascule du pont pendant laquelle les deux arches font contrepoids dure 4 minutes et demie. Elle permet le passage de bateaux qui ne mesurent pas plus de 25 mètres de haut. À chaque inclinaison, le pont s'auto-nettoie. La gravité fait glisser tous les déchets qui finissent dans une gouttière spéciale le long du tablier. Le mécanisme de rotation, quant à lui, est constitué de deux axes cylindriques qui supportent et inclinent le pont. Le mouvement de bascule est entraîné par 6 bras hydrauliques sophistiqués. Son fonctionnement est unique. Il attire les curieux du monde entier et a été récompensé en 2002 par le prix Sterling, le plus prestigieux prix en architecture. Si ce genre d'innovation peut donner envie aux gens de se déplacer et d'apprécier cette technologie, alors c'est un succès. La rambarde élancée rappelle les formes fines de la grande époque des ferries transatlantiques. Le clin d'œil est inauguré le 7 mai 2002. Et une fois encore, c'est à une personnalité royale que revient l'honneur de l'inaugurer. La reine Elisabeth II fait le déplacement pour la cérémonie. Pas étonnant puisque, au-delà de son rôle fonctionnel de rapprochement, ce pont apparaît comme une œuvre d'art qui enrichit le patrimoine national. Apparaissant majestueusement au-dessus de la vallée, le viaduc de Millau épouse harmonieusement le paysage. Dans son écrin de la vallée du Tarn, le viaduc aux lignes épurées embrasse l'horizon. Il aura fallu 14 ans de préparation pour que s'opère la magie de ce mariage des formes et des espaces. Ce projet illustre le génie français. Quand c'est possible, réaliser un projet magnifique adapté au site. Quand je dis magnifique, je ne veux pas dire exagéré, ça veut juste dire construisons le meilleur pont possible. Un pont doté du tablier le plus fin et de piliers élancés. C'est ça qu'incarne ce pont. C'est la proposition d'un pont suspendu à 8 portées de l'ingénieur Michel Virlogeux qui a été retenue. Il a déjà réalisé le pont de l'île de Ré et celui de Normandie. Michel Virlogeux propose de construire le viaduc en acier et en béton car il le veut non seulement durable, mais aussi fin et élancé. Il demande au célèbre architecte anglais Norman Foster de collaborer au design du pont. La créativité artistique de Foster et les compétences ingénieuses de Virlogeux font de ce viaduc un bijou de légèreté. Malgré ses dimensions, il ne défigure pas le paysage et semble au contraire flotter au-dessus de la vallée du Tarn. Cette association entre les architectes et les ingénieurs pour faire appel aux dernières technologies s'est révélée très importante pendant toute la construction du viaduc. La légèreté et la stabilité du viaduc sont assurées par les énormes pylônes de béton dont la forme évoque des brins d'herbe. Le plus court des 7 pylônes fait 78 mètres de haut et le plus grand culmine à 343 mètres, soit 19 mètres de plus que la tour Eiffel.
À environ 90 mètres sous le tablier, chaque pylône se divise en deux et prend la forme d'un V renversé. Cette forme permet de renforcer la portée horizontale et de limiter ainsi les conséquences des variations de température sur le tablier. Les pylônes de béton sont érigés en sections de 4 mètres. Les coffrages intérieurs sont élevés par une grue et les coffrages extérieurs sont glissés le long du pylône grâce à un système hydraulique, ce qui permet une construction très rapide. Le temps des travaux. Des tours éphémères en acier sont installées entre chaque pylône pour soutenir le tablier construit au fur et à mesure. La construction du tablier a progressé depuis les deux extrémités vers le centre. Une fois complet, le tablier est soudé aux câbles reliés à chacun des 7 mâts. Le pont est construit en 38 mois. Le viaduc de Millau s'étend sur 2460 mètres et culmine à 343 mètres au-dessus d'une vallée où les vents peuvent souffler à plus de 200 km/h. Il est inauguré par le président Jacques Chirac le 14 décembre 2004. La réalisation technique et financière du projet, ainsi que son adéquation avec l'environnement, ont impressionné le monde entier. Nombreux sont les entrepreneurs, ministres et architectes qui viennent encore s'en inspirer. Le viaduc de Millau a trouvé sa place dans le patrimoine européen et au panthéon des plus belles réussites architecturales du monde. Les succès incroyables des bâtisseurs de ponts seraient restés inaccessibles sans les avancées numériques, technologiques et techniques des dernières décennies. Les ponts modernes présentent des dimensions impressionnantes. Leurs profils sont insolents face aux lois de la physique et aux caprices de la Terre. Les ponts sont devenus de véritables ouvrages d'art qui incarnent à la fois les lieux dont ils sont l'emblème et le rapprochement entre les peuples.